Alors, si vous le voulez bien, on va débuter. Il est 12h30. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous voir nombreux cet après-midi. Nous sommes présentement 57 en ligne. Alors, bienvenue à cette table ronde intitulée « Le journalisme est-il au bord de l'extinction ?» Mentionnons d'entrée de jeu que l'événement est enregistré puisqu'il sera rendu disponible notamment aux étudiants de relations publiques et de journalisme ici à l'UQAM. Donc, mon nom est Stéphanie Yates, je suis professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM et c'est moi qui animerai donc cette table ronde qui traitera, vous l'aurez compris, de l'avenir du journalisme, notamment sous l'éclairage de l'ouvrage de Mathieu Robert Sauvé, Le journalisme beluga, les reporters face à l'extinction, ouvrage qui a été publié donc chez l'EMEAC l'an dernier, en 2020. Donc, en guise d'entrée en matière, Jean-Hugues Roy fera une brève présentation sur l'habitat des journalistes menacés donc par les différentes plateformes de réseaux sociaux. Nos panélistes que je vais vous présenter à l'instant vont ensuite se prononcer sur trois thématiques et on ouvrira ensuite la salle aux questions donc, des participants et participantes une fois que nous aurons traité de ces trois thématiques, donc autour de 13h30 et la table ronde devrait se terminer vers 14h. Comme vous en avez maintenant l'habitude, je demanderai à tous et à toutes, sauf à nos panélistes, de fermer leur micro. Vous êtes bienvenus pour laisser par ailleurs votre caméra ouverte si vous le souhaitez. Et lors de la période de questions à 13h30, je vous demanderai soit d'utiliser l'outil « Lever la main » ou soit d'inscrire votre question dans l'onglet « Converser ». Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos quatre intervenantes d'aujourd'hui. Donc, Patrick White est journaliste depuis plus de 30 ans. Il a lancé le Huffington Post au Québec en 2018 et le service français de l'agence Reuters au Canada en 1997. Il a aussi été réalisateur pour CTV News au Parlement de Québec de 1990 à 1997, rédacteur en chef adjoint de la presse canadienne, chef des nouvelles au Journal de Québec et depuis juillet 2019, on a la chance de l'avoir ici à l'UQAM comme professeur de journalisme. Donc, merci d'être avec nous, Patrick. Bonjour tout le monde. Ensuite, deuxième intervenant, M. Guy Versailles. Je disais qu'il est un observateur attentif du journalisme depuis les années 70, année où il a obtenu donc un baccalauréat en journalisme de l'Université Laval. Il a rapidement quitté, par ailleurs, le journalisme pour une première carrière comme attaché politique au gouvernement du Québec, puis comme responsable des relations médias. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment vu les deux côtés de la médaille, donc qui a été journaliste, mais qui a donc, comme je le disais, rapidement intégré les milieux politiques. Il a aussi été responsable des relations médias et de la gestion de crise à Hydro-Québec, vice-président affaires publiques au Fonds de solidarité FTQ. Il est consultant autonome en relations publiques depuis 15 ans et il a publié donc en décembre 2019 Le temps des relations publiques, un livre qui comporte entre autres une analyse approfondie des relations entre le journalisme et les relations publiques. Ensuite, on la voit à l'écran, originaire de la région de Québec, Marie-Ève Martel exerce le métier de journaliste depuis 2010. En plus d'avoir été à l'emploi de plusieurs hebdomadaires régionaux et d'avoir collaboré à la pige à plusieurs publications québécoises, elle est journaliste à temps plein au quotidien La Voix de l'Est depuis 2013. Elle a publié en 2018 son premier essai « Extinction de voix, plaidoyer pour la sauvegarde de l'information régionale ». Depuis 2015, elle représente les journalistes hors Montréal au sein du conseil d'administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, dont elle a été élue vice-présidente en 2020. Donc, quelqu'un qui a vraiment un point de vue journalistique, mais du point de vue notamment des régions. Merci, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Kathleen Lévesque, que vous connaissez sans doute, donc journaliste de renom qui a travaillé au journal Le Devoir de 1993 à 2013, ensuite à la presse. Et on a également la chance de l'avoir avec nous à l'École des médias, où elle est désormais professeure de journaliste. Donc, merci d'être avec nous, Kathleen Lévesque. Bonjour. Et le dernier, et non le moindre, Jean-Hugues Roy, qui est professeur à l'école de professeur de journalisme à l'École des médias. Il s'intéresse au modèle d'affaires des médias et à l'impact des plateformes sur l'information, donc sujet d'actualité s'il en est un. Comme on le sait, les plateformes ont complètement bouleversé l'écosystème de l'information au Québec.
de ce qu'on peut appeler donc l'habitat des journalistes. Et c'est de ce que va nous parler, de ce dont va nous parler Jean-Hugues Roy immédiatement. Donc, Jean-Hugues Roy va un peu mettre la table en nous présentant un état des lieux sur l'habitat du journalisme tel que pollué, ce sont les termes de Jean-Hugues Roy, pollué par les plateformes. Donc, à toi la parole, Jean-Hugues. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à tout le monde d'être là. On va plonger tout de suite. Oui, j'ai pensé à cette analogie-là parce que c'est dans le titre du livre de Mathieu Robert, hein, quand l'analogie avec les belugas appelait cette description donc, de l'habitat du journalisme. Alors, je vais commencer immédiatement en partageant mon écran avec vous. Alors, voici l'habitat du journaliste beluga. Tout le monde voit la présentation? Parfait. On commence sans plus tarder. L'habitat donc du journalisme nord-américain, en fait, n'a pas beaucoup changé pendant à peu près 150 ans, de 1860 jusqu'à 2010 à peu près. Cette phrase-là résume c'était quoi l'habitat du journalisme. C'est tiré du rapport annuel du Washington Post de 72, A quality product to our audience, mais aussi a quality audience to our advertisers. Ça veut dire que le journalisme dépendait essentiellement de la publicité pour se financer. Ça, c'est une page tirée des documents financiers du journal La Presse dans les années 50-60. On voit que la publicité représente à peu près 80 des revenus et le lectorat à peu près 20 C'est à peu près ça la proportion des médias privés en Amérique du Nord, donc pendant à peu près 150 ans. Ça n'a pas beaucoup bougé, l'habitat était relativement stable. Il y a eu une rupture à partir de 2010. On voit ce qui se passe depuis 2010. Ce tableau de l'état des lieux 2020 du Centre d'études des médias montre la diminution des revenus publicitaires dans différents secteurs. On voit les magazines, 71 de pertes. Même la radio, là, qui était stable dans les dernières années, là, en perd un petit peu depuis 2018. Il y a juste un secteur qui est en croissance. On appelle ça la publicité hors médias. C'est essentiellement les plateformes qui, elles, voient leurs revenus publicitaires croître. Tous les autres secteurs, ça diminue. Et ça a un impact, cette diminution des ventes publicitaires, sur les profits, sur la marge bénéficiaire des médias. Ici, c'est les journaux seulement. Le graphique, la tendance est assez claire et elle commence, on le voit à peu près à 2010, c'est une chute libre. Dans les derniers 10 ans, j'analysais, je regardais les revenus du Devoir, par exemple, qui étaient publics, les bénéfices du Devoir, et on voyait, pendant la première décennie du 21e siècle, ça allait relativement bien. Il y avait même une petite croissance, mais on le voit, encore une fois, à partir de 2010, wow, il y a une tendance qui n'a pas vraiment cessé depuis à la baisse, donc dans les revenus du Journal Le Devoir. On avait des chiffres jusqu'en 2016 seulement. Alors, voilà historiquement l'habitat, comment il a été aussi perturbé depuis 10 ans. Et aujourd'hui, le portrait de la publicité numérique, c'est celui-ci. Google a fait 4,7 milliards de revenus publicitaires au Canada, selon une évaluation qu'on peut faire grâce à une méthode qui a été développée par un professeur là, de l'Université Carleton. Et Facebook, de son côté, presque 3 milliards en 2020 toujours, à partir des chiffres du dernier rapport annuel de Facebook. Donc ça représente, ça accapare ces deux entreprises-là 78 du marché publicitaire numérique au Canada. Bon, 78 c'est en 2019. En 2020, c'est encore trop tôt pour faire la proportion, mais tout le monde s'entend pour dire qu'elle est encore en croissance. Donc, l'habitat, le modèle d'affaires des médias, cet habitat-là, comment il peut changer aujourd'hui? Par quoi il peut être supporté? Par quoi on peut soutenir le journalisme? La publicité, ça reste encore une source de revenus appréciable pour bien des médias, sauf que c'est un citron qui est de plus en plus, qu'on presse de plus en plus, avec des pratiques que je trouve, moi, discutables, comme du clickbait, comme de la publicité native. Mais bon, ça génère encore des revenus. Une autre source de revenus, les abonnements. On dit beaucoup, puis à raison, que ben voilà, le public, on ne comptait pas beaucoup sur lui autrefois, mais on va falloir compter de plus en plus sur lui pour s'abonner directement à l'information. 13 seulement des citoyens canadiens payent en ce moment pour s'abonner, mais il y a des journaux qui tirent beaucoup mieux leur épingle du jeu sur
sur cette variable-là, si on veut, de l'équation du modèle d'affaires. Le New York Times, en 2019, tirait 60% de ses revenus à partir directement de ses abonnés. Le Devoir, c'est des chiffres à peu près semblables en 2019. 63% de ses revenus provenaient directement de ses lecteurs et lectrices. Une autre source de revenus, la philanthropie. On va devoir compter de plus en plus là-dessus. Et récemment, l'Agence du revenu du Canada a permis à des médias d'émettre des reçus d'impôts, comme des organismes de charité, à travers un nouveau type d'organisation qu'on appelle les organisations journalistiques enregistrées. Il y aurait, je me souviens, je crois que c'est 85 milliards de dollars là, de disponibles là, auprès de fondations privées au Canada. C'est une ressource dans laquelle on pourrait puiser davantage du côté des médias. Et il y a de l'argent public. C'est beaucoup ce qui sauve pour l'instant, ce qui permet à des organisations journalistiques de faire encore de l'embauche là, en 2020. Il y a tout un programme de crédit d'impôt, par exemple. Il y a ce qu'on appelle l'initiative de journalisme local qui, en 2020, a dépensé, a donné 11 millions et demi de dollars, qui a permis 216 embauches partout au Canada. Et des éditeurs de presse me disent que la publicité gouvernementale a été très, très généreuse grâce à la COVID. Donc, 2020, c'est une année un peu atypique, là, où il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé dans les médias. Je ne sais pas si ça va durer, par contre. Maintenant, je vous parlais de 4 variables, il y en a une cinquième, les GAFA. On en parle beaucoup. Est-ce qu'ils pourraient contribuer? Ils le font déjà. Google a ce qu'on appelle la Google News Initiative. Combien d'argent ça rapporte au Canada? Impossible de le savoir. Il y avait une réunion la semaine dernière et j'ai posé cette question-là et personne n'a voulu répondre à ma question. Du côté de Facebook, ils ont ce qui s'appelle le Facebook Journalism Project. Dans les 3 dernières années, ils ont investi 9 millions de dollars dans la production journalistique au Canada et on les en remercie. Mais ils pourraient faire davantage, à mon sens. On peut évaluer que Google a tiré à peu près 1,5% de ses revenus canadiens grâce à des contenus journalistiques. Du côté de Facebook, j'ai évalué que c'est à peu près 7,3% de ses revenus qui étaient tirés directement de contenus journalistiques. Ça faisait que Google a fait 71 millions de dollars en 2020 grâce à des contenus journalistiques. Du côté de Facebook, c'est 210 millions de dollars environ. Donc, ensemble, en 2020, ces entreprises-là ont fait 280 millions de dollars de revenus. On parle de chiffre d'affaires, ce n'est pas du profit, là. C'est une partie de leur chiffre d'affaires. Grâce à des contenus journalistiques, ils devraient, à mon sens, redonner davantage que ce qu'ils font maintenant. On dit que la moitié de ça pourrait être redistribué auprès des journalistes. Ça pourrait être 140 millions de dollars au mieux, à mon sens. Je pense que ça va la véritable somme qu'on va. On sait qu'il y a un projet de loi à l'étude à l'heure actuelle au fédéral qui va demander à ces deux géants du web de contribuer à la production d'informations. Je ne pense pas qu'on réussisse à tirer 140 millions de dollars de ces deux entreprises-là. Donc, Google et Facebook seuls ne régleront pas les problèmes des médias. Donc, si on veut, la concentration des revenus publicitaires, c'est une première forme de pollution de l'habitat du journalisme journalistique. Une autre forme, c'est l'économie. Justement, ces entreprises-là, surtout Facebook, génèrent ces revenus-là grâce à une économie de l'émotion. Et cette façon de générer des revenus a des effets délétères. Un premier effet délétère, ça nous enferme dans des bulles de filtre en nous présentant continuellement des contenus qu'on aime. On ne bouge pas, là. On ferme nos horizons en quelque sorte à l'intérieur d'une bulle. Et aussi, ça favorise la diffusion, cette économie de l'émotion, là, de fake news, de désinformation. Voilà donc. Il y a donc pour moi une triple pollution, si on veut, du paysage médiatique engendré par ces plateformes-là. Elles appauvrissent les médias, elles polarisent le public et elles favorisent la désinformation. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je conclue en disant
quel est le outlook, là, à quoi on peut s'attendre donc, dans les prochaines années. On peut avoir une posture pessimiste. Cet article-là, publié récemment dans First Monday, est assez pessimiste, assez décourageant. Il dit qu'on est entré dans une ère sombre de l'information. QAnon, c'en est juste un symptôme. Mais cet article-là, l'auteur termine en disant qu'il peut y avoir de l'espoir si on fait de l'information, c'est-à-dire de l'éducation à l'information, de l'éducation aux médias. Et ça semble donner des fruits. Donc, moi, j'ai plutôt une posture positive. Et cette étude de Statistique Canada donne un indice que les Canadiens, les Canadiennes, le public n'est pas dupe tant que ça de la désinformation. 58 des Canadiens et des Canadiennes vérifient toujours ou souvent l'information qu'ils croisent sur leurs réseaux sociaux. Alors, je vais terminer là-dessus, donc mon portrait de l'habitat de l'information, pour laisser le contenu, la suite à nos panélistes. À toi, Stéphanie. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Hugues, pour cette présentation fort éclairante qui dresse un portrait un peu sombre, mais avec quand même des pistes d'espoir qui ont été bien identifiées, que ce soit via l'éducation aux médias ou encore via ce projet de loi sur lequel on se penche au fédéral en ce moment, qui peut être source d'un certain espoir. On va voir ce qu'en pensent nos panélistes. Puisqu'on a dans la salle ou enfin dans le Zoom plusieurs étudiants et étudiantes en relations publiques et en journalisme qui sont avec nous, j'aimerais ouvrir donc cette table ronde en vous demandant, de votre point de vue, en quoi la relation du journaliste et du relationniste se trouve-t-elle transformée par le contexte médiatique actuel? On peut penser par exemple à la publicité native à laquelle Jean-Hugues Roy faisait référence il y a un instant. Donc, Patrick White peut-être pourrait casser la glace avec son opinion sur ce sujet. Absolument. Puis je voulais aussi peut-être rapidement donner quelques chiffres sur la crise des médias qui est permanente, mais qui a été amplifiée avec l'arrivée de la COVID là, depuis mars 2020. Alors, il y a 50 médias canadiens qui ont fermé depuis un an, la majorité des journaux régionaux. 19 quotidiens qui ont fermé également. Il y a 78 médias qui ont rapporté des mises à pied et il y a près de 2000 personnes qui ont été licenciées dans le milieu journalistique au Canada depuis un an. Donc, ça montre quand même la gravité de la crise. Mais pour répondre à ta question, bien, la réalité, c'est qu'on a de moins en moins de journalistes au Québec et de plus en plus de relationnistes. Si on regarde les chiffres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, il y en avait 2200 il y a quelques années. C'est tombé à 1800. Au Canada, il y a eu une perte énorme du nombre de journalistes en 2009 et 2015. C'est 43 moins de journalistes qu'avant. Donc, on a une crise des médias qui est là, mais qui est permanente. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les relationnistes aussi ont de moins en moins besoin des journalistes, puis peuvent les contourner avec l'usage des médias sociaux, des vidéos, des podcasts, des communiqués de presse, évidemment, Facebook Live, l'utilisation d'influenceurs, de lobbyistes. C'est pareil aussi pour les politiciens. On le voit beaucoup avec la publicité gouvernementale durant la pandémie, les publications Facebook et les vidéos du premier ministre Legault. Mais on va toujours avoir besoin de relations cordiales entre les relationnistes de presse et les journalistes, évidemment, pour obtenir des informations sous embargo, se faire expliquer un dossier. Évidemment, ce n'est pas toujours des ennemis, les relationnistes. Donc, il y a beaucoup d'opacité, cependant, et ça, je le dénonce, beaucoup d'opacité, de tentatives de contrôle en ce moment sur le travail des journalistes, l'interdiction à beaucoup d'assemblées, de conseils municipaux d'enregistrer. Les journalistes ont de la difficulté à enregistrer ou même participer à des conseils municipaux. On demande souvent maintenant d'avoir les questions par courriel à l'avance, avant une entrevue. On répond souvent uniquement par courriel pour contrôler le message. Donc ça, c'est extrêmement malsain. Alors la réponse, c'est que non, les journalistes ne vont jamais donner leurs questions à l'avance. On va continuer à poser des questions, soulever toutes les pierres et continuer à faire des demandes d'accès à l'information auprès des villes, du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Guy Versailles, qui a évolué et qui évolue encore dans le milieu des relations publiques. J'imagine que d'entendre que relationnistes et journalistes ne sont pas ennemis, c'est de la musique à vos oreilles, mais peut-être que vous avez un point de vue différent sur l'opacité à laquelle fait référence Patrick White. Monsieur Versailles, vous êtes là? Peut-être pas. On peut passer, monsieur, dernière chance, puis on reviendra à vous après. Monsieur Versailles a oublié de mettre son micro. Oui, excusez-moi. Pardon.
Alors, vous voyez, j'ai trahi mon âge. Alors, oui, je fais du pouce sur votre remarque, Stéphanie. Les journalistes, depuis le temps, j'ai constaté que quand on les prend un par un, on arrive fort bien à s'entendre avec. Ce sont des gens raisonnables qui comprennent le travail qu'on fait. C'est quand on les prend en groupe que ça va mal. Et je vais y revenir. Je fais beaucoup moins de relations de presse aujourd'hui que j'en ai fait. J'en ai fait là, énormément pendant plusieurs décennies. Mais je voulais être certain d'avoir de la bonne information. Alors, j'ai fait un journaliste de moi-même et j'ai interviewé 5 de mes collègues depuis 2 jours. Et non, je ne révélerai pas mes sources. Mais ce que ça me dit, c'est que d'une part, ce qui n'a pas changé, ni pour les journalistes, ni pour nous, c'est effectivement l'importance de construire une relation de confiance et de respect entre les 2 groupes professionnels. Ça se fait, ça s'est toujours fait. Et au-delà d'un certain folklore que je déplore, on arrive fort bien à travailler ensemble de manière constructive et respectueuse. Et je précise tout de suite que pour moi, les journalistes ne sont pas des amis, ne sont pas des alliés, pas plus qu'ils sont des ennemis ou des adversaires. Ce sont des professionnels qui ont un rôle différent du mien. Il faut qu'on comprenne le rôle que chaque groupe a et qu'on agisse en conséquence. Quand même, ce que nous voyons de notre côté qui a changé chez vous, d'abord, les chaînes d'information 24/7, les médias sociaux, les nouvelles technologies, les nouvelles stratégies de convergence, le multitasking, vitesse et pression. Ça, c'est clair, tout le monde le voit. Vous êtes soumis à une pression de plus en plus invraisemblable et, quant à moi, malsaine. Il y a 40 ans, je me souviens très bien, les journalistes faisaient des grèves pour améliorer leurs conditions de travail. Il y a 10 ans, les employeurs faisaient des lock-outs pour récupérer ce qu'ils avaient concédé. Et puis, aujourd'hui, les journalistes s'estiment chanceux de garder leur emploi. C'est malheureux, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, pression plus forte que jamais pour produire en abondance, rapidement, de l'écrit, du son, de l'image et tout ça. Je cite une relationniste de plus de 25 ans d'expérience. On sent chez les journalistes une insécurité, un essoufflement, une impatience. Ils ne peuvent plus décider, ils sont ballottés. Ils se font imposer des sujets. Leur motivation n'est plus ce qu'elle était. Fin de la citation. Ce qui a changé pour nous, on constate, et ça aussi c'est assez général, un rétrécissement constant de l'espace disponible pour l'information. Alors, quand on a parlé du sport en général et du Canadien de Montréal en particulier, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Parlement d'Ottawa, du scandale du jour et évidemment depuis 1 an de la COVID, il reste très peu de place et de moins en moins de place pour traiter du restant de la société. C'est probablement un effet d'une diminution du nombre de pages, par exemple, dans les quotidiens, qui est proportionnel à la publicité. Mais il y a un autre facteur aussi qui entre en jeu, la pression constante pour se démarquer, qui est de plus en plus forte, la recherche de l'exclusivité et le fait que l'information soit de plus en plus une marchandise. Alors, il y a effectivement, puis on le voit, on le sent, la tension constante entre l'information d'intérêt public et l'information qui intéresse le public, qui ne sont pas nécessairement la même chose. C'est malheureusement l'information d'intérêt public qui est en train de perdre du terrain. Tout ça fait qu'il est beaucoup plus difficile pour nous, les relationnistes, de convaincre un journaliste ou un recherchiste de développer notre sujet. Il ne suffit plus de vous donner de l'information. Okay? Il faut travailler avec vous, développer 1, 2, 3, 4, 5 angles différents, parfois faire de la recherche que vous n'avez plus le temps de faire. Okay? Mais vraiment travailler très fort pour vous convaincre de traiter un sujet. Cette pression-là se traduit par une négociation de plus en plus serrée. Puis ça a toujours existé, mais ça devient de plus en plus fort, du genre, si j'ai l'exclusivité, je vais te donner une bonne couverture, sans ça, tu vas être en page Z24. Je caricature, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. On me raconte, cela ne m'est pas arrivé, mais on me raconte que certains journalistes maintenant ne respectent plus les embargos, ce qui, à l'époque où moi je faisais beaucoup de relations de presse, était un péché mortel. En même temps, peut-être parce que nécessité fait loi, les relationnistes sentent, du côté des journalistes, peut-être un peu plus d'ouverture à travailler avec eux
à partir du moment où on les a convaincus qu'on est honnête, qu'on ne cherche pas à leur fourguer n'importe quoi et que eux décident que le sujet est intéressant. À partir de ce moment-là, on sent que la collaboration est peut-être un peu plus facile qu'elle était autrefois. Peut-être en conclusion pour ce premier segment, M. Versailles? Juste un petit paragraphe. Toute cette pression-là, puis là je fais écho à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, nous amène à nous détourner des médias pour aller vers d'autres moyens. Okay? Et c'est vrai que ça existe. On va beaucoup vers l'événementiel, vers les rencontres, vers les médias sociaux, vers tous les autres moyens qui se sont ouverts à nous. Évidemment, ces moyens-là existent, mais c'est aussi en grande partie un effet du fait que l'offre se rétrécit de votre côté. Ça nous oblige, nous, à aller ailleurs. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Marie-Ève Martel, en réaction, il y a plusieurs choses, j'imagine, dans le propos de M. Versailles qui vous font réagir, notamment sur cette négociation peut-être plus serrée entre les journalistes et les relationnistes. Oui, M. Versailles a tout à fait raison. C'est éloquent la manière dont il a amené le sujet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du déséquilibre entre le nombre de journalistes et le nombre de relationnistes. Effectivement, ça fait qu'il y a un goulot d'étranglement, on ne peut pas tout traiter. Et c'est vrai aussi que la numérisation, en fait, de l'information, les plateformes numériques ont fait en sorte que notre rythme de travail a été bouleversé. En ce sens où la fréquence, en fait, la périodicité des médias, puis je pense surtout aux médias imprimés parce que c'est eux qui ont vécu ce plus grand bouleversement-là, ça n'existe plus. Hein. Moi, je travaille pour un quotidien, mais je dois alimenter le site de mon quotidien plusieurs fois par jour et la même chose pour un hebdomadaire. Un hebdomadaire qui publie une fois par semaine doit alimenter son site à tous les jours. Donc, je dirais que les plateformes numériques, c'est comme un immense trou noir et on est constamment en train de pelleter de l'information dedans, mais le trou se bouchera jamais. Donc, on a un travail à la chaîne qui fait que c'est incroyablement accéléré et difficile de travailler parce qu'on doit toujours fournir. Donc, c'est sûr que quand on est une équipe où tout le monde fait à peu près la même chose pour remplir ce trou-là, les sujets d'enquête, les sujets d'intérêt public qui demandent plus de temps, qui demandent de la recherche, les enquêtes de fond. Donc ça, à ce moment-là, c'est sûr que c'est le genre de sujet qu'on peut développer, mais il faut être capable de savoir quand on va le livrer. Sinon, on doit faire ça là, en 2 reportages à chaque jour. Donc, il y a une pression, effectivement, qui est accrue. Et dans nos relations avec les relationnistes, finalement, ça fait en sorte aussi que généralement, on va vraiment aller choisir les sujets qui nous sont proposés, qui nous correspondent. Mais malheureusement, on reçoit beaucoup, mais beaucoup de propositions de sujets qui ne sont pas du tout adaptés à nos besoins, qui sont lancés comme ça, là, comme une bouteille à la mer, et on sait que tout le monde l'a reçu. Des fois, il y en a qui sont un petit peu trop vite, donc ils nous envoient une proposition, mais ce n'est pas notre nom, c'est le nom d'un autre journaliste ou d'un autre média. Moi, j'ai appris que j'avais une émission de télé comme ça à un moment donné, je ne savais pas. Et c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec une trop grosse offre, on n'a pas le temps de passer à travers tout ça. Donc, c'est sûr qu'on a tendance à favoriser les propositions de sujets qui sont ciblées, c'est déjà prêtes pour notre média, pour notre population, pour notre lectorat. Donc, on a tendance à développer des liens avec ces relationnistes-là qui comprennent aussi notre métier, comme nous, on comprend aussi qu'ils ont des intérêts à faire valoir. Et le fait justement qu'on n'ait pas assez d'espace pour traiter tout ça, c'est effectivement, ça mène à un détournement. Finalement, les relationnistes utilisent les autres plateformes, ils n'ont plus nécessairement besoin des médias. Ça peut être frustrant pour nous, des fois, de voir qu'ils sont passés par ailleurs pour passer leur message, mais c'est surtout au niveau de l'intérêt public. Il va toujours y avoir un besoin d'une plateforme journalistique puis d'un traitement journalistique de l'information parce que ça demeure que des relations publiques, c'est une relation publique, ce n'est pas traité journalistiquement, donc l'intérêt de la présentation de l'information n'est pas le même. Donc, le public va toujours avoir besoin d'un fil journalistique pour se faire une idée plus objective de l'information. Et c'est un peu ça qu'on a vu, là, la publicité native, ça a commencé il y a quelques années, mais ça n'a pas trop levé, puis heureusement, à mon avis, parce qu'en fait, on venait monnayer la crédibilité journalistique en publiant ce qui semblait être, après ma barre, un reportage, mais finalement, qui était financé là, par des intérêts. Donc, on voit que la signature journalistique, le traitement journalistique de l'information est toujours reconnu et essentiel là, dans cet écosystème-là.
Merci beaucoup, Marie-Ève Martel. Kathleen Lévesque, bon, vous avez une longue expérience de journaliste. Je ne vais pas vous vieillir, mais vous êtes là depuis plusieurs années. Donc, oui, plusieurs décennies, oui. L'image du trou noir qu'évoque Marie-Ève est assez forte. Est-ce qu'il y a eu une transformation de ces rapports entre journalistes et relationnistes de votre point de vue au cours des dernières années? Bien, je vais me permettre de revenir au moment où je suis rentrée dans le métier, donc il y a déjà une trentaine d'années. J'ai été éduquée journalistiquement à l'effet que les relationnistes étaient des ennemis, des adversaires, un peu ce que M. Versailles racontait tout à l'heure. L'expérience, toutefois, m'a fait voir autre chose, une autre réalité, des liens de confiance qui peuvent se tisser. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous raconter nombre d'anecdotes sur lesquelles je pourrais m'étendre et vous raconter. Un exemple rapidement, c'est un relationniste qui, un jour, au tout début de ma carrière, m'a appris à utiliser le registre des entreprises du Québec. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais peu importe. Mais donc, il peut y avoir véritablement des liens de confiance qui se tissent. Ça, c'est l'expérience. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec un nombre incroyable de relationnistes par rapport aux journalistes, donc cette disproportion dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un risque de manipulation? Bien, à cet égard-là, moi, je fais partie des journalistes qui croient qu'on est souvent manipulé. Encore faut-il savoir par qui et par quoi et pourquoi. Et on doit trancher, donc, comme journaliste, à savoir qu'est-ce qui est d'intérêt public. Contrairement à certains de mes collègues qui ont pris la parole avant moi, moi, ce déséquilibre-là du nombre ne me dérange pas. Et non plus le fait que des relationnistes tentent de nous faire des propositions. Pour moi, un bon relationniste, dans ma vision journalistique, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc, il faut inverser le processus. Il faut que les journalistes réapprennent peut-être à générer eux-mêmes les sujets sur lesquels ils veulent travailler, plutôt que d'avoir une posture attentiste où là, on attend donc que le relationniste nous réponde. Non, je m'excuse, il y a de très nombreux outils journalistiques qu'on peut utiliser. La loi d'accès à l'information est un exemple parmi tant d'autres. On peut fouiller par nous-mêmes le SEAO puis le registre des entreprises, par exemple, et on peut développer aussi des sources. Ça, c'est ce qui est fondamental. C'est fondamental parce qu'à cet égard-là, un relationniste peut devenir lui-même une source, mais il faudra toujours prendre en compte qu'il n'est pas là de façon désintéressée. Et c'est très bien ainsi. J'ai plus grand respect pour mes collègues relationnistes, mais il faut utiliser, oui, disons les choses simplement, il faut utiliser les relationnistes pour la finalité de notre reportage, pour la recherche qu'on est en train de mener, pour l'enquête qu'on est en train de creuser. On ne doit pas être à la remorque. Alors ça, c'est tout un apprentissage. Je pense que c'est à géométrie variable au cours des décennies. En tout cas, en 30 ans, j'ai vu bon nombre de journalistes être quelquefois à la remorque et quelquefois être tellement réfractaires aux relationnistes que ça en était peut-être un peu déstabilisant. Je veux dire ça gentiment de cette façon-là. Moi, je pense que c'est plutôt à mi-chemin. Hein? On doit utiliser les relationnistes pour pouvoir entrer dans un univers, dans une industrie, dans un milieu politique, pour apprendre certains éléments. Mais il faut aussi apprendre comme journaliste à ne pas prendre ça pour du cash. Voilà. Merci beaucoup, Kathleen Lévesque. Peut-être rapidement, Guy Versailles, en réaction, puisque vous êtes le seul représentant des relationnistes parmi le panel. Donc, cette idée des relationnistes comme outil, est-ce que ça vous génère certaines réactions? Ben, oui, c'est un des points que j'ai notés. Je crois que de ce que j'ai entendu depuis quelques minutes, ça confirme ce que je savais déjà, c'est qu'il y a plusieurs points d'accord entre les journalistes et les relationnistes. Et avec un minimum de bonne volonté et beaucoup d'efforts, on est capable de travailler ensemble dans le respect mutuel, sans que nous, de notre côté, on s'attende que vous écriviez tout ce qu'on veut que vous écriviez, et sans que vous ne nous
remettiez notre honnêteté à nous en doute à moins qu'on vous en donne une bonne raison de le faire, évidemment. Je retiens plusieurs points d'accord. Le premier, c'est sur la nature du problème. Je pense qu'on partage ça de part et d'autre. Ensuite, le fait que le public aura toujours besoin d'un point de vue indépendant de la part de journalistes, ça, je crois que les relationnistes sont d'accord avec les journalistes là-dessus à 100%. Qu'un relationniste puisse être un outil comme un autre pour les journalistes, je le comprends parfaitement. J'ai été moi-même un outil utile, je crois souvent. Je n'ai pas dit docile, j'ai dit utile. Je veux dire, je ne cède pas sur mes points de vue, okay? Mais je suis capable de les défendre honnêtement et je suis capable de donner de la vraie information. Moi, j'ai eu des relations cordiales avec un grand nombre de journalistes et parce que ces gens-là savaient que je les respectais et que je ne leur disais pas n'importe quoi. Le fait que les journalistes nous proposent trop de sujets qui ne correspondent pas à nos intérêts, ça, je trouve ça malheureux que ça existe encore. Ça a toujours été vrai et c'est une question de formation, je pense. Les relationnistes, ça fait partie des règles de base de notre métier. Il faut connaître les journalistes, savoir quels sujets les intéressent et savoir les approcher au bon moment avec un bon sujet, travailler de la bonne manière. Ça, c'est à nous de faire ça. Merci. J'espère que les étudiants en relations publiques ont pris des notes. Les étudiantes et les étudiants, il faut connaître les journalistes. On n'approche pas Marie-Ève Martel en pensant qu'elle a une émission de télé. Donc, parlons maintenant de la désinformation. On est en train de se sortir de l'ère Trump, mais on sait que c'est un phénomène qui est très présent. Et ce que Mathieu Robert Sauvé nous illustre dans son ouvrage, j'essaie de vous montrer, c'est que le Québec n'est pas à l'abri de la désinformation non plus. Alors, ma question d'abord pour Marie-Ève, quelles sont les avenues à explorer pour contrer cette désinformation? Bien, c'est une question qui est vaste parce que dans le fond, l'antidote à la désinformation, c'est tout simplement l'information. Si on a un écosystème médiatique qui est fort au Québec, au Canada ou même à travers le monde, on va devenir des références qu'on a déjà été. La population a des points de repère. C'est faux de dire que les médias traditionnels ne sont plus consultés, surtout en région. Puis même que c'est un avantage en région parce qu'il y a très peu de fausses nouvelles qui se font en région par rapport, par exemple, à des nouvelles de santé ou internationales. Donc, à ce moment-là, on a moins de désinformation. Là. À Granby, par exemple, là, ce qu'on a comme fausse nouvelle, c'est l'arrivée d'un Jean Coutu à Ange-Gardien ou d'un Costco ou d'un Buffet des Continents. Le genre de nouvelles qui sont faites sur des sites parodiques où les utilisateurs peuvent eux-mêmes créer ces nouvelles-là. Donc, c'est souvent ce genre de rumeurs-là qu'on doit désamorcer. Mais plus large que ça, évidemment, il y a la question de l'éducation aux médias qui fait de plus en plus jaser. Hein. La FPJQ fait des ateliers 30 secondes. Il y a plusieurs initiatives là, qui naissent à gauche et à droite, non seulement pour apprendre à faire la différence entre une vraie nouvelle et une fausse nouvelle, mais apprendre à consommer aussi les médias quel qu'il soit, parce que des fois, c'est même pas une fausse nouvelle, mais elle est mal interprétée, elle est mal construite peut-être, et ça peut mener à des fausses perceptions, puis ça peut emmener évidemment une désinformation plus sévère. Donc, de rappeler aux gens l'importance des médias d'information, de leur apprendre des trucs pour savoir comment déceler une information qui est crédible, de vérifier eux autres aussi. Et je suis contente là, des statistiques que Jean-Hugues a fournies. Ça m'encourage, moi, de savoir qu'il y a autant de personnes qui prennent le temps de vérifier. Donc, parce que c'est souvent ça, hein, c'est une grande partie de la désinformation, ça peut simplement venir du fait que les gens sont sur Facebook, par exemple, ils vont voir un titre avec peut-être un petit paragraphe d'accroche pour une nouvelle et ils vont se faire une tête là-dessus sans avoir pris le temps de lire le texte. Et c'est peut-être un défaut qu'on a comme journaliste, on a besoin d'être originaux pour attirer l'attention du lecteur. Donc, peut-être que le lead, à ce moment-là, n'est pas 100% complet, de ne pas on veut être lu, donc on essaie d'attirer les lecteurs à poursuivre leur lecture, mais il y en a beaucoup qui s'arrêtent à ce qu'ils voient dans leur fil de nouvelles, qui ne font pas l'effort d'aller cliquer. Donc, je pense qu'il faudrait à ce moment-là qu'on regarde, mais je pense qu'effectivement, de se concentrer sur l'éducation aux médias, mais vraiment grand public, et seulement de se rappeler qu'il y a des sources qui sont fiables, sur lesquelles on peut se fier, et ensuite aller plus loin, puis justement inciter les gens à développer des réflexes pour se faire une tête là, plus précise sur les nouvelles. Merci Si beaucoup. je peux juste
faire un peu de millage là-dessus, sur ce que Marie-Ève vient de dire. Effectivement, l'éducation à l'information, l'éducation aux médias, on sent que ça fonctionne, ça donne des résultats. Ça ne veut pas dire, par contre, que la désinformation n'est pas un problème. Hein, ça continue d'avoir des effets réels. On l'a vu le 6 janvier au Capitole. Hein, on l'a vu aussi à la Mosquée de Québec, il y a quelques années. Ça a des effets concrets. Et donc, oui, donc l'éducation aux médias, c'est important, mais ça fait reposer beaucoup de poids sur les épaules des citoyens. Je pense que c'est ça. Il faut aller également. Moi, il y a une corrélation inverse là, entre, tantôt, je vous montrais la diminution des revenus des médias d'information et l'augmentation des revenus des plateformes. Je pense que si on avait des médias mieux informés, donc il faut refinancer, à mon sens, la production d'informations de qualité partout au Canada. Et ça va être un autre rempart, à mon sens, contre la désinformation. Et nos gouvernements ont une responsabilité de ce côté-là. Merci pour ce point de vue. Patrick White, est-ce que vous partagez ça? C'est-à-dire que l'éducation aux médias, c'est une chose, mais c'est peut-être pas suffisant en soi pour contrer la désinformation? Ben, il doit y avoir une réflexion sur la vitesse, là, c'est un gros débat, mais la vitesse va devoir être secondaire. C'est la véracité des faits qui est primordiale. Je pense que l'éducation civique aux médias, aller dans les écoles primaires et secondaires, c'est une partie de la réponse. Ça pourrait remplacer une partie du cours de CR et culture religieuse dans les écoles. L'exemple de la FPGQ, c'est un bon exemple avec les formations 30 secondes depuis quelques années dans les écoles, ça fonctionne bien. Et aussi des équipes de vérificateurs de faits dans les médias qui font du bon travail, autant l'agence Science Presse, là, qui a un très gros contrat depuis 1 an sur la COVID-19, détecter les rumeurs. C'est financé par le gouvernement fédéral à hauteur de près de 300 000 $. On a les décrypteurs, c'est une équipe complète à Radio-Canada, Jean-François Clich au Soleil pour l'ensemble des journaux de CN2I aussi, la presse canadienne qui en fait aussi. Et donc, on a besoin de plus de vérificateurs de faits dans les médias, plus de contexte, d'analyse dans les articles, pas juste garrocher des chiffres en l'air, comme dans le cas des décès ou des cas de COVID depuis 1 an. Et on a aussi un peu d'aide des géants du web, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, qui ont commencé depuis quelques années à faire de la vérification de faits avec des algorithmes, avec des journalistes de l'AFP, de Reuters. On voit aussi que le blocage de M. Trump sur Twitter est permanent. Donc, il y a eu un réveil qui a été très tardif, mais qui se fait tranquillement. On a aussi l'intelligence artificielle qui peut nous aider à détecter les fausses vidéos et les fausses nouvelles, la blockchain également. Donc, il y a des réponses techniques qui pourraient nous aider. Une fois que ça est dit, il faut que le contenu des médias soit contre-vérifié plus que jamais avec des équipes de vérificateurs de faits, des journalistes scientifiques. On n'en a pas assez au Québec, des journalistes de données qui vont croiser les données, les interpréter, des journalistes d'enquête, des Katia Gagnon, des Thomas Gerbet, des Kathleen Lévesque. On en veut davantage au Québec, sans oublier les bureaux d'enquête qui pullulent un peu partout. Il y a un module d'enquête maintenant au Devoir, une dizaine à la presse. Chez Québécois, c'est plusieurs dizaines. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Avant de répéter une info, donc il faut la vérifier avec diverses sources. Il faut revenir au travail même du journaliste qui est de répéter, répéter et répéter. Merci. Merci, Patrick White. Donc, quand on vous écoute, on sent qu'on est peut-être quand même vers la bonne voie, qu'on s'en va dans la bonne direction. Est-ce que, Kathleen Lévesque, vous partagez ce point de vue? Je suis une indécrottable optimiste, en partant, je vous le signale. Et moi, je pense sincèrement que une des bonnes façons sûrement de désinformer, comme des collègues l'ont déjà dit, c'est souvent de miser sur l'information. Mais à cet égard-là, il faut aussi sortir des sentiers battus. Alors, évidemment, vous allez m'entendre plaider pour ma cause, ce qui veut dire l'enquête. Il faut pouvoir mettre beaucoup d'énergie, de ressources, je pense, sur l'enquête, mais l'enquête de façon très, très ciblée. Il y a, par exemple, et Jean-Hugues va peut-être entendre positivement ce que je vais dire, mais il faut pouvoir former de plus en plus les journalistes au journalisme de données. C'est une des voies certainement pour faire de plus en plus de vérification et de contre-vérification. Hein, parce que pour donner confiance au public, parce que quand on parle de désinformation, tout ça est lié à une crise de confiance. Alors, comment on améliore ce sentiment-là auprès de la population? Bien, c'est en général en produisant de l'information qui est rigoureuse, qui sort des sentiers battus,
qui a été vérifié, que les gens, le public lecteur peut très bien aller lui-même, à partir du reportage qu'il vient de lire, faire les vérifications parce qu'il y aura les hyperliens, il y aura les documents. Il faut pouvoir de plus en plus faire comme le petit pousset, là, puis mettre des pierres pour que le lecteur s'y retrouve facilement. Il faut pouvoir exposer l'information, mais aussi la démarche d'information, de telle sorte qu'un lecteur qui le souhaiterait pourrait repasser dans nos traces et voir à quel point que c'est judicieux d'avoir soulevé cette question, que c'est d'intérêt public, que c'est détaillé et que c'est fondé sur des éléments qui existent véritablement. Une dernière petite question. En fait, on a une obligation de rigueur, de plus en plus. Je pense qu'à cet égard-là, on va devoir rappeler et le rappeler, le marteler, en fait, dans nos cours de journalisme. Et puis, chez les relationnistes aussi, là, on ne travaille pas nécessairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne travaille pas nécessairement main dans la main, mais il faut que ce lien de confiance ne soit pas brisé, puis qu'on travaille quand même, on veut bien utiliser le potentiel des relationnistes. Sur l'éducation aux médias, juste rappeler, parce que mon collègue Patrick a souligné ECR dans les écoles. Déjà, ECR, le programme qui existe déjà, c'est un programme aussi où les élèves du primaire, secondaire surtout, là, sont appelés à débattre des structures, de la façon que fonctionne la société. Il y a déjà là, au programme, un élément formidable où il peut y avoir de l'éducation et où il y a de l'éducation civique à l'information. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on voit avec votre propos que les journalistes ont clairement un rôle à jouer. On a vu évidemment que les écoles, le système de l'éducation a un rôle, les gouvernements ont un rôle pour financer justement certaines initiatives de décryptage. Guy Versailles, quel est le rôle des relationnistes dans ce combat qu'on veut mener contre la désinformation? En fait, j'aborde le problème sous un autre angle. D'abord, nous sommes tous d'accord sur la prescription fondamentale pour contrer la désinformation, ça prend de la bonne information. C'est-à-dire l'information qui est faite par des vrais journalistes dans un contexte professionnel d'une salle de presse, dans des organisations qui sont professionnelles en ce sens-là. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que les structures du journalisme sont ébranlées. Et les journalistes mettent beaucoup de temps à évoluer dans leur manière de réfléchir sur leurs fonctions et sur leur rapport avec la société. Et ça me préoccupe beaucoup. Et les gens qui ont lu mes textes savent tout le respect que je voue au journalisme, mais donc, ça m'amène à vous dire des choses que vous n'aimerez peut-être pas entendre. D'abord, ça commence à peine à changer. Mais vous avez mené trop longtemps un combat d'arrière-garde contre toute tentative de structuration de la profession. Donc, n'importe qui peut être journaliste. C'est pas tout le monde peut être journaliste, c'est devenu n'importe qui. On ne sait plus qu'est-ce que c'est qu'un journaliste aujourd'hui. On n'a plus aucun critère pour évaluer un journaliste. Quand les gouvernements veulent les soutenir, ils ne savent pas qui, quel groupe, comment, dans quelle organisation. Donc, il faut absolument évoluer par rapport à ça. Ça se fait ailleurs. De la même manière, combat d'arrière-garde contre tout soutien gouvernemental aux médias. Écoutez, il a fallu que les médias soient sur le bord de l'extinction en 2017 pour qu'enfin cette position-là commence à changer. C'est pas banal, c'est une manière de se voir, c'est une manière de s'insérer dans la société. Quel est le rôle qu'on joue? Quelle est notre place? Et qui définit qu'est-ce qu'un journaliste? Qu'est-ce qu'une organisation de presse? Je veux dire, moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas s'entendre sur des choses aussi élémentaires qu'une carte de presse universelle pour le Québec. Je ne comprends pas qu'on ait laissé se perdre l'expérience du Conseil de presse. Okay? Je ne comprends pas que tout le savoir de la FPJQ puis du Conseil de presse en matière de déontologie, en matière de règles journalistiques, de professionnalisme ne soit pas plus exploité, qu'on n'ait jamais réussi à structurer ça à l'intérieur de quelque chose qui ressemble à une profession. Ça, je pense que c'est important. Une fois qu'on aura fait ça, les gouvernements
ont aussi un rôle à jouer. La première affaire, ce serait de reconnaître que la désinformation coûte très cher à la société. Il faut confirmer le statut de l'information comme un bien public, au même titre que la santé, l'éducation, le téléphone, pour prendre ces exemples-là. Et puis, il faut soutenir, si on décide que c'est un bien public, il faut le soutenir par de la réglementation, de la législation appropriée. Procurer un accès universel à l'information, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est de décider qu'est-ce que c'est que l'information, quel genre d'information on va soutenir. Et puis, encore là, je pense que ça passe par une structuration de la profession. La question de savoir qui porterait un jugement sur qui est journaliste, puis qu'est-ce qu'une salle de nouvelles, à mon sens, c'est un faux problème. Okay? On a des corporations professionnelles qui décident à tous les jours de qui va porter le titre d'avocat, de médecin, d'arpenteur géomètre, de sage-femme, d'infirmière. Il y en a 46 comme ça. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en être de même pour la profession de journaliste. Et je pense que ce serait un gigantesque pas en avant. On a enfin quelque chose de concret que les gouvernements pourraient soutenir. Parce que oui, ça prend du soutien public, parce qu'il n'y a pas de modèle rentable pour de l'information publique. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas plus qu'il y en a un pour des soins de santé rentables puis une éducation universelle rentable. Ce sont des objets qui sont, par définition, qui ne seront jamais rentables, mais qui sont des biens publics. Et parce qu'ils sont des biens publics, ils doivent être soutenus par l'État. Et où aller chercher les revenus pour ça? Ben moi, c'est pas compliqué. Il faut enfin se résoudre les femmes à la hauteur auquel ils devraient être taxés. Quant à moi, c'est un scandale qu'il ne l'ait pas été jusqu'à maintenant. Il faut que le Canada le fasse tout de suite, sans attendre que les autres le fassent. Et idéalement, il faudrait que la communauté internationale le fasse. Merci pour ce propos très, très senti. Je ne sais pas, Marie-Ève Martel, Guy Versailles interpelle directement les journalistes. Je ne sais pas si vous voulez réagir aussi peut-être à cette idée de créer un ordre professionnel. Oui, ben, la question du statut professionnel, c'est quelque chose qui déchire la profession depuis des décennies. Je n'étais même pas à l'état de projet que déjà, on se demandait est-ce que ça doit exister au Québec un statut professionnel de journaliste? Surtout qu'on répond à des codes d'éthique et de déontologie en théorie. Donc, on devrait se poser cette question-là. Et le débat déchire à ce point la profession, ça je peux le dire. Puis ça revient un peu, veux pas, avec l'établissement des crédits d'impôt aux médias. Là, on voit qu'au fédéral, ça fait pratiquement 2 ou 3 ans qu'on a annoncé des crédits pour les médias. Ils sont en train de déterminer avec un comité qui est dirigé par Colette Brun à l'Université Laval, là, de déterminer qui est un média, qui ne l'est pas, et donc par la bande, qui est un journaliste, qui ne l'est pas. Je ne ferai pas le débat au complet aujourd'hui, mais je sais que parmi les opposants, il y a la question de la liberté de presse et la liberté d'expression qui fait en sorte qu'on veut libéraliser la profession. Mais effectivement, il faut s'interroger parce que certaines personnes qui se prétendent journalistes répondent pas aux mêmes règles de l'art que des médias professionnels, même si eux aussi, ils font une business avec ça. Donc, c'est une question qui est très, très, très pointue. Mais je pense effectivement que toute la question de la structure, ça va être incontournable dans les prochaines années. Justement, dans l'optique que l'information, c'est un bien public, je suis très contente d'avoir entendu ça parce que je voulais justement l'emmener dans ma prochaine intervention parce que c'est à la base, finalement, un citoyen qui est mal informé, c'est un moins bon citoyen. Hein. Il y a des études qui ont prouvé qu'une bonne information, ça favorise l'engagement politique, ça favorise le vote. Ça aide aussi, il y a une étude aux États-Unis qui montrait que quand il y a des journalistes sur place, le coût des contrats publics est à la baisse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'impact d'avoir une information régionale de qualité. Puis quand je dis régionale, c'est juste local. Mais d'avoir des dossiers de fond aussi parce que ça amène une tangente là, vers l'excellence tout le temps. Et c'est pour ça là, qu'il faut effectivement se concentrer dans ces sujets-là et éviter d'être passif. Puis de simplement là, prendre l'actualité comme elle vient, on peut la déterminer. Puis en ayant des reportages aussi importants sur la société, en ayant des analyses aussi approfondies, on va aussi regagner là, nos lettres de noblesse auprès de la population qui vont voir qu'on fait un travail, puis ils vont aussi sentir qu'on travaille pour eux, pour le bien commun.
Donc, ça aussi, je pense que ça va être une façon de ramener les sources au bétail là, pour une vraie information, puis que ça va amener là, la réflexion par rapport à la crédibilité des différentes sources là, qui sont à l'issue de la désinformation. Si je peux me permettre très rapidement sur la question de la liberté de presse, tous les pays scandinaves sont mieux cotés que le Canada sur le World Press Freedom Index. Tous. Ils sont tous soutenus par des fonds publics. Ils sont tous soutenus par des fonds publics au nom précisément de caractère public, de bien public de l'information. J'aimerais ça intervenir également, très brièvement. Je suis très heureuse d'entendre l'expression bien public, ça c'est clair, on pourra peut-être y revenir pour la prochaine question, mais pour ce qui est du statut, on ne fera pas la courte histoire, disons la dernière décennie a été particulièrement déchirante à cet égard-là, là, mais qui dit statut pour le journaliste, dit formation aussi. Hein, pour encadrer une formation très, très précise. Or, la richesse même du milieu journalistique dépend du fait qu'un tel a étudié en urbanisme, l'autre en géographie, un autre en économie et moi en littérature. Hein? C'est aussi cela la richesse du journalisme parce que ça donne des perspectives différentes. On arrive dans le métier avec des préoccupations qui permettent d'aller, de fouiller certains secteurs, d'ouvrir des sentiers. On n'est pas tous formatés et ça, c'était un avantage. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis contre, par ailleurs, le statut. C'était juste un petit point que je voulais apporter. Voilà. C'est très intéressant comme perspective. Il y a Sylvie Berthiaume dans l'onglet Converser qui nous rappelle le rapport Payette qui se penchait justement sur la structuration de la profession. Donc, à lire peut-être ou à revoir. On va passer à notre troisième thématique qu'on a abordée un peu par la bande, là. Donc, d'après vous, globalement, en quoi le contexte médiatique actuel transforme le travail du journaliste? Kathleen Lévesque. Ça va mieux aller avec le micro ouvert, en effet. En quoi le contexte est modifié? Il faut juste se rappeler que c'est ce que Jean-Hugues nous a présenté tout à l'heure, c'est le modèle d'affaires qui est en crise, non pas nécessairement le journalisme. En tout cas, c'est ce que moi, j'en comprends, parce qu'on a encore besoin des journalistes, il y a encore de la place pour des journalistes, ça bouge continuellement. Tu sais, c'est vrai que pendant 2-3 mois, on a l'impression qu'au Québec, là, toutes les salles de rédaction, les secteurs où on retrouve des pigistes, rien ne bouge, et tout d'un coup, bon, évidemment, il y a un peu d'effervescence. Donc, c'est pas, le problème est davantage sur les médias que les journalistes. Bon, cela dit, ça entraîne, évidemment, il y a un effet pervers pour ce qui est de la fonction même. On retrouve de moins en moins de journalistes. Patrick l'a bien exprimé tout à l'heure, là, de moins en moins de journalistes de façon traditionnelle dans des salles de rédaction et de plus en plus de travailleurs autonomes. Mais il faut... le métier de journaliste est un métier d'adaptation perpétuelle. On s'est adapté, si on faisait une courte histoire sur les 50 dernières années, on se rendrait compte que l'évolution des technologies, je ne sais pas, au début du 20e siècle, avec l'arrivée de la radio, on pensait que ça allait tout chambouler, la télé, après ça, la télé en continu, Internet. J'ai commencé dans le métier, mon Dieu, j'ai l'air d'un dinosaure quand je dis ça, mais ce n'est pas grave. J'ai commencé avant qu'Internet ne fonctionne. Alors, imaginez, et on s'est adapté. Alors, on va encore s'adapter tout simplement. Bien, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement simple pour autant, mais le problème de la transformation vient souvent de la source du financement. Je reviens un peu en arrière là, sur ce qui a été dit, mais il faut pouvoir soutenir l'information, ce bien commun, hein, qui a bien besoin de souffle pour pouvoir aller de l'avant. Je voulais aussi rappeler que dans le contexte médiatique là, transforme, c'est sûr, la façon de faire les choses. Il y a un détail, et ce n'est qu'un détail, mais quand même, je le souligne.
parce que notre collègue Mathieu Robert Sauvé, dans son excellent texte, livre, pardon, le soulignait aussi, un des dangers, je pense, qui guette beaucoup le journaliste, c'est le narcissisme professionnel. Moi, ça me dérange beaucoup. Hein? J'ai été, je répète l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, j'ai été éduquée journalistiquement dès l'entrée dans le métier et puis l'expérience a renforcé cette idée-là que, comme journaliste, on n'est jamais plus important que la nouvelle, que le reportage, que l'enquête qu'on sort, jamais. Et moi, ça ne me dérange pas que le public ne sache pas qui est Kathleen Lévesque, qui a sorti tel et tel dossier. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que l'information que j'aurai réussi à sortir, à publier, va être diffusée dans le vrai sens du terme, va percoler un peu partout et créer un débat de société. Ça, c'est l'important. C'est la finalité même de l'information. Il faut se rappeler qu'à une autre époque, les journalistes, le nom des journalistes n'apparaissait pas avec les articles. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'époque des dinosaures, là, quand même pas, là, mais il y a quand même un certain narcissisme qui n'est pas nécessairement de bonne loi, qui est alimenté par une certaine marchandisation de l'information. Je vais m'arrêter là-dessus. Très intéressant, cette idée de narcissisme journalistique. Guy Versailles, est-ce que vous partagez l'optimisme relatif de Kathleen Lévesque sur le fait que les journalistes ont toujours fait face à différentes évolutions technologiques et qu'on serait dans une nouvelle itération, finalement, ni plus ni moins différente que ce qui nous a précédés? Je partage beaucoup de choses avec Mme Lévesque, incluant la période de temps où on a commencé à travailler. Je peux vous dire, pour la petite histoire, que moi, j'ai pratiqué le journalisme 2 ans, puis ensuite je suis devenu attaché de presse pour un ministre du gouvernement du Québec. À l'époque, les noms des attachés de presse n'apparaissaient jamais. Il y avait uniquement les noms des ministres, et puis c'était un porte-parole du ministre ou quelque chose comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus souvent les noms des porte-paroles apparaître. Alors ça joue des deux bords, cette espèce de vedettariat. Puis effectivement, c'est dangereux un peu pour les mêmes raisons. Le narcissisme professionnel, c'est drôle, hein, je veux dire, comme les thèmes se recoupent. Kathleen faisait peut-être, j'avais noté ici, page 88-89 du livre de Mathieu Robert, comme si les journalistes avaient perdu une de leurs qualités fondamentales, l'humilité. Bon, leur ego ne passe plus dans les portes. Je pense qu'il faut relativiser. Là, on comprend que ce n'est pas tout le monde, mais en même temps, il y a beaucoup de ça. C'est la recherche du vedettariat, c'est le commentaire à outrance qui fait que, parce qu'effectivement, le mal fondamental qui vous afflige, je pense, c'est la recherche de rentabilité. Dans un contexte où tout ce qui assurait la rentabilité du journal n'est plus là, il reste juste vous autres. Okay? Alors, tu sais, ton 80-20 là, qu'il y avait du Washington Post des années 60, c'était 20 des revenus qui viennent des ventes, mais l'autre 80 aujourd'hui, il n'est plus là. Alors donc, il faut qu'ils prennent le 20 puis qu'ils gonflent, et c'est ça qu'ils font avec vous. Ça, c'est le mal fondamental qui vous afflige. Et quant à... Puis, j'aimerais beaucoup avoir la solution, ça me rapporterait probablement beaucoup d'argent, mais je ne l'ai pas. Sinon, qu'il faut se méfier de certaines dérives que ça entraîne, effectivement, qui ont à voir avec le vedettariat, qui ont à voir avec, je cite d'un autre livre de Marie-France Bazot ici, trop d'opinions. Trop d'opinions, pas assez de débats. Dans le guide de déontologie du Conseil de presse, on fait état de 2 types de journalisme. Le journalisme factuel qui rapporte les faits, puis le journalisme d'opinion. Okay? Où le journalisme, là, je pense que je l'ai, là, exprime un point de vue, un commentaire, une opinion, une critique. Mais le guide stipule que le journaliste d'opinion ne peut pas faire l'économie des faits. Il doit d'abord rapporter les faits avant de les commenter ou de donner une interprétation des faits. Et ça, moi, j'en lis des journaux depuis longtemps et je ne vois pas ça assez souvent. Je veux dire, pour un Yves Boisvert, que je trouve totalement exemplaire, qui est mon exemple parfait, qui illustre comment ça doit être fait, je pourrais vous nommer 10 journalistes ou soi-disant journalistes ou chroniqueurs, appelez-les comme vous voulez, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'ils font, mais pour les gens qui lisent le journal ou qui écoutent la radio, c'est tous des journalistes. C'est tout pareil. Et puis, ça fait un tort considérable au journalisme et à la société. Je m'arrête là.
Merci beaucoup. Je vois que M. Charbonneau, vous avez une question, mais si vous le voulez bien, on va ouvrir très vite. Il y a beaucoup de conversations aussi qui se déroulent en parallèle dans l'onglet « Converser ». On va entendre peut-être Marie-Ève Martel et Patrick White sur cette question, et puis ensuite, on ouvrira aux questions de la salle. Donc, Marie-Ève. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que la question du narcissisme journalistique, qui est d'ailleurs soulevée dans le livre de Mathieu Robert, c'est très, très omniprésent. Quand je vais dans les classes, des fois donner des conférences, je me plais à dire que c'est la nouvelle qui doit primer, non pas le byline. Hein. On a toujours un journaliste vedette en tête quand on choisit de faire ce métier-là, mais on ne doit pas le faire pour devenir une vedette soi-même. Je pense que la crédibilité, la notoriété va venir avec la qualité du travail. Donc, pas nécessaire à ce moment-là de mettre son visage et son nom partout. Oui, comme Catherine a dit, là, on est dans une adaptation virtuelle, puis c'est effectivement en grande partie à cause du modèle d'affaires. Hein. On s'entend que les médias, à la base, ça a été une tentative de monétiser ce qui était d'intérêt public, de monétiser un bien public, finalement, en échange d'annonceurs aussi. Et l'attention que ces annonceurs-là recherchent, elle n'est plus chez nous en premier lieu. Donc, c'était une recette pour un désastre financier. Et malheureusement, le métier de journaliste, lui, ne change pas vraiment, hein, parce qu'on s'entend que ça reste une cueillette d'informations, de la recherche, de l'analyse, de la vérification, puis de la synthèse. Mais c'est tout ce qui est autour qui continue de changer sans cesse. Et ça, c'est pour des raisons économiques, effectivement. Donc, évidemment, ben, moins de collègues, mais toujours autant de nouvelles, si c'est pas plus, ben, c'est une accélération du rythme de travail. Et comme souligné par Patrick, là, c'est même un peu trop rapide maintenant. Je vous cacherai pas que je connais beaucoup de journalistes qui, dans les dernières années, développent des maladies professionnelles, développent de l'anxiété, des dépressions, des burn-out, parce que le rythme est difficile à soutenir. Et c'est un métier où on est tout le temps allumé, hein, 24 heures sur 24, même en congé. Tout peut nous donner une idée de reportage, tout peut allumer l'étincelle. Donc, c'est difficile de décrocher. Et là, on parle un peu du droit à la déconnexion avec le télétravail. Dans le cas des journalistes, il y en a beaucoup et j'en fais partie pour qui c'est difficile là, de mettre une frontière entre la vie privée et la vie professionnelle parce qu'il y a toujours une lumière enveilleuse qui reste ouverte là, pour être stimulée, pour être toujours finalement à la fine pointe pour les nouvelles et tout ça. La multiplication des plateformes aussi, comme je disais en début de présentation, ça fait en sorte qu'on n'alimente pas seulement un média, on alimente un média, mais sur plusieurs plateformes. Donc, il faut toujours nourrir la bête parce que les gens peuvent la consulter n'importe quand. Et on veut toujours leur donner du nouveau pour les inviter à revenir le plus souvent possible. Donc, c'est un environnement qui ressemble de plus en plus à une jungle. Puis en bon Tarzan, il faut être capable de sauter d'une liane à l'autre, mais c'est sûr que ça devient parfois essoufflant. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le métier. Là. Les patrons de presse ont des beaux puzzles à faire. C'est comme quand dans Extinction de voix, je parle du jeu de Kerplunk ou bien de Jenga. Il faut toujours enlever un bâton ou une pièce, puis à un moment donné, ben, ça va finir par s'effondrer si on va toujours par là. Donc, effectivement, je pense que le salut du journalisme aussi, ça passe par un réinvestissement dans les médias. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de compression, il y a eu beaucoup de coupes dans les salles et ça a affecté le travail des journalistes. Mais pourtant, l'information, c'est ce qui est au cœur de cette industrie-là, c'est ce qui est la raison d'être des médias d'information. Donc, puis je le sens, oui, il y a eu les subventions à cause de la COVID l'année dernière, mais même avant ça un peu, puis je peux vraiment parler pour les coops là, de l'information de la CN2I. Il y a un réel désir de retourner vers l'information, de réinvestir massivement, puis de se recentrer là, sur le rôle que les journalistes doivent jouer dans la société. Fait que c'est positif, mais il va falloir voir s'ils vont avoir le temps d'effectuer ce virage-là là, avant de se faire ramasser par la vague, parce qu'effectivement, là, il est minuit et une depuis très longtemps. Merci, Marie-Ève. Patrick White, sur cette transformation du travail du journaliste? Ben, on imprimait de l'argent au début des années 90 quand j'ai commencé à CTV par Reuters. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les médias font peu ou pas de profit. On approche aussi de la fin du journal papier. On le voit avec le 24 heures qui est rendu un hebdo depuis une semaine, le journal Métro qui est juste publié 2 fois par semaine et les 6 journaux de la coopérative qui s'est rendu un hebdomadaire le samedi papier. Donc, et il va falloir trouver des nouveaux modèles d'affaires, hein, coopératives, au BNL. On n'aurait jamais pensé il y a 10-12 ans que la presse serait un organisme
sans but lucratif en 2021. Donc, la crise des médias est permanente et la technologie va aller encore plus vite que jamais. Alors, pour moi, le journaliste en 2021, ce n'est pas un beluga, c'est une pieuvre. Il fait le travail de 4 personnes il y a 30 ans. Le multitâche est poussé à l'extrême. On voit avec CTV News à Montréal, les licenciements, les journalistes de CTV qui vont devoir faire les bulletins de radio à CJD, les extraits sonores en plus du fait qu'ils sont maintenant caméramans et monteurs. Donc, les journalistes à qui on demande de faire l'usage des médias sociaux, du breaking news pour le site web, prendre des photos, faire de la vidéo, être caméraman, faire le montage en arrivant à la maison ou au bureau, faire de la radio, des blogs, des podcasts, des articles du jour. Donc, il y a trop d'informations. Le journaliste va devoir continuer à faire le tri et à se spécialiser. Et je pense qu'on s'en va de plus en plus vers des médias hyper locaux et spécialisés. Et il va falloir aller au-delà de la commodité, selon moi, c'est-à-dire les conférences de presse du jour, les nouvelles prévisibles qu'on pourrait laisser davantage aux agences de presse pour focaliser sur tout ce qui est valeur ajoutée. Le journalisme de données, les enquêtes, les grandes entrevues, les grands reportages, les dossiers, les demandes d'accès à l'information, les analyses, automatiser des textes de routine sportifs ou financiers avec l'intelligence artificielle. Et donc, on a moins de temps, mais on a plus de tâches. Donc, il faut prendre le temps, mettre fin aux silos dans les salles de nouvelles le plus possible, expérimenter avec plein de technologies qui sont disponibles. Et on a des nouveaux produits, des infolettes très populaires, des balados, des longs reportages vidéo également, comme chez RAD. Alors, bref, le contenu, il faut prendre plus de recul à l'avenir, selon moi, globalement, pour faire un contenu de meilleure qualité. Merci. Parlant d'infolettes, je vous recommande d'ailleurs celle de Patrick White sur les médias. C'est fascinant. Ça génère plusieurs questions. Donc, on va effectivement ouvrir la salle aux questions. Je vous demanderai d'être assez bref puisqu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont levé la main. Donc, M. Charbonneau, ça fait longtemps que vous vous êtes manifesté. À vous la parole. Oui, bonjour, merci. Écoutez, quand je regarde ça, là, moi, je suis un ancien journaliste qui est devenu relationniste et j'enseigne les relations médias aussi. Vous avez perdu, les journalistes, vous avez perdu le monopole. Autrefois, un média, c'était quelque chose de rare, de coûteux, et c'était pas facile. Aujourd'hui, tout le monde peut être journaliste ou à peu près, ou se dire journaliste. Les possibilités sont beaucoup plus flexibles. Vous aviez une épicerie dans le village, il est arrivé le supermarché, il est arrivé Costco, il est arrivé maintenant les ventes en ligne, il faut s'adapter et le plus possible. Et dans les avenues d'adaptation, j'ai entendu des propos fort intéressants, dont celui de M. White, là. Mais écoutez, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de complexité. Il y a un besoin immense d'explication. Regardez la sonde qui s'en va sur Mars la semaine prochaine. On en parle, on va en parler encore plus la semaine prochaine. Mais qui va me dire, moi, comme contribuable, qui est payé des taxes à l'Agence spatiale canadienne, qu'est-ce que ça va me donner à moi? OK? Revenez expliquer les choses. Là, il y a un terrain absolument fertile. En plus, on vit dans une époque où ce que je crois est devenu plus important que les faits. Là, vous avez une tale en or. Il y a de la confusion, des tentatives de désinformation, tout ce que vous voulez, des contre-vérités incroyables. Moi, quand je veux savoir c'est quoi le fond de l'affaire, je lis un journal. Je vais voir l'actualité, je vais voir le New York Times, je vais aller ailleurs, je vais me faire expliquer les choses. J'en ai besoin et j'ai besoin d'être assuré. C'est ce que je pense que c'est des avenues intéressantes pour nous. Voilà. Merci beaucoup. C'est plus un commentaire, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment une plus-value au travail journalistique et c'est important peut-être de le préserver. Avant de passer à une autre question, j'aimerais quand même donner la parole à Mathieu Robert Sauvé, puisqu'on fait référence à son ouvrage depuis le début de cette table ronde. Mathieu Robert, est-ce qu'il y a des commentaires qui émergent à la suite de ce que tu entends depuis tout à l'heure? Ben oui, d'abord, je suis extrêmement flatté d'être là au centre de toutes ces discussions. Je vous remercie tous, conférenciers, participants. Mon ego est flatté. Bon. J'écris un livre, puis on discute de mon livre. Moi, je suis aux anges. Juste 2, 3 choses. La métaphore du beluga, c'était justement ce que Jean-Hugues Roy a bien démontré, c'est que si ces journalistes sont comme les belugas du Saint-Laurent,
leur milieu se rétrécit. Comme n'importe quel biologiste, je vais vous dire, si vous voulez menacer une espèce, c'est de réduire son écosystème. Parce qu'un beluga, comme un journaliste, s'il quitte son écosystème, il meurt. On parlait des différences avec les relationnistes. C'est peut-être une différence. Un relationniste peut être un enseignant, faire quelques années en relations publiques, revenir. Il y a des choses comme ça. Il ne perd pas son expertise nécessairement en quittant son métier, en changeant de métier. Un journaliste, oui. S'il y a plus de... Si son média ferme, s'il change de métier, s'il devient enseignant, ça arrive, mais c'est excessivement rare qu'il revienne à sa profession. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu donc illustrer dans ce livre-là avec cette métaphore. Et la deuxième intention, c'est aussi de faire une petite critique du monde médiatique actuel, justement, où on glorifie beaucoup le travail de chroniqueurs, d'émetteurs d'opinion, de toutes sortes de manières. Et ce qui fait en sorte que le journaliste, plutôt que d'être justement quelqu'un qui humblement va chercher les points de vue et les rapporte dans un média qui va être lu, qui va être entendu, qui va être vu. Donc, il essaie de présenter de façon objective. Dans les universités, on dit que l'objectivité n'existait pas, mais quand même, on s'entend que le journaliste qui va sur le terrain essaie de rapporter les choses le plus fidèlement possible pour donner aux citoyens des outils qui puissent prendre des décisions dans un monde démocratique. Alors, tout ça fait en sorte que, donc, l'écosystème rétrécit et les journalistes, actuellement, à mon avis, ça semble être partagé par quelques personnes ici, sont mal utilisés. Donc, on pourrait faire beaucoup mieux avec ce qu'on a. Alors, c'est ça. L'exemple typique qui me vient, quand on a commencé à publier sur Internet notre journal, nous, par exemple, quand on cherchait des images d'allergie chat, on mettait un chat. On parlait de vaccin, on mettait une seringue. Bon. Aujourd'hui, quand un chroniqueur parle d'un sujet, on voit son visage. Quand un chroniqueur parle d'allergie, on voit son visage. Quand il parle d'extinction des espèces, on voit son visage. Donc, c'est comme... Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Ça m'inquiète un peu parce que je me dis, il n'y a déjà tellement pas beaucoup d'espace pour pratiquer ce métier-là. Si en plus, on veut tous devenir chroniqueurs, l'intérêt public n'est pas nécessairement servi. Puis l'autre chose, donc, effectivement, c'était de mettre un petit peu l'accent sur les problèmes de désinformation, de fake news, etc. Qui est devenu un sujet d'études universitaires. C'est pour ça que je suis au doctorat à l'UQAM actuellement, pour étudier ces questions-là. Comment on fait? Ça prend des lois. Est-ce qu'on laisse aller le marché pour réglementer ce secteur-là? En France, on a adopté une loi qui va être bientôt appliquée, donc durant les périodes électorales. On va vraiment sanctionner de façon très sévère les auteurs de fausses nouvelles, de désinformation. Donc, en gros, j'avais juste une question, moi, parce que j'ai beaucoup aimé toutes les présentations, mais je voudrais revenir sur la présentation de Jean-Hugues au tout début. Donc, il reprenait un peu cette idée du beluga et de l'écosystème qui rétrécit. J'étais très intrigué de savoir comment le GAFA, comment les grandes plateformes, comment on peut évaluer les revenus qui leur sont attribués, qui sont dus au travail des journalistes. Parce que je pense que la question centrale, elle est là. Donc, pourrais-tu juste nous expliquer un petit peu ce calcul-là, s'il te plaît? Bon, c'est ça, c'est très difficile de le faire. Il y a des gens qui... il y a des projets de loi en ce moment. Il y a deux approches. L'approche française, c'est de faire en sorte que les producteurs d'informations soient rétribués comme sur un principe de droit d'auteur. Donc, et là, il y a l'approche australienne qui, elle, dit, ben, c'est à peu près... Ils ne calculent pas vraiment la valeur du travail journalistique. Ils disent, ben, on va aller chercher 10 du chiffre d'affaires. En gros, là, c'est ça. Alors moi, j'ai voulu chercher à savoir au Canada, quelle est la valeur que le travail, l'information rapporte combien aux GAFA. Ben, essentiellement, en fait, c'est Google et Facebook. Là, ce sont les deux entreprises qui sont ciblées. Du côté de Google, très difficile. La seule donnée qu'on a, c'est Google qui nous dit dans un blog là, en septembre dernier que les recherches pour de l'information par des Canadiens représentent 1,5 % donc de l'ensemble des recherches. OK, voilà, 1,5 % des revenus publicitaires dans Google. On peut calculer
par ailleurs. C'est le chiffre que j'ai donné tantôt, 71 millions de dollars. Du côté de Facebook maintenant, alors moi, j'ai fait, très difficile d'avoir des données aussi de Facebook, mais il y a des outils qui nous permettent d'aller chercher des pages, le contenu des pages Facebook. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé en chercher 2 millions sur toute l'année 2020. J'ai regardé quelles sont les interactions qui ont été suscitées par ces pages-là, les likes et tout ça. Et donc, de l'ensemble de ces interactions-là, il y en a 7 qui ont eu lieu sur des pages gérées par des médias. On parle autant de la radio communautaire des Îles-de-la-Madeleine que du Toronto Star et tout ce qui est entre les deux. Alors voilà, et 7 des revenus publicitaires de Facebook au Canada en 2020, c'est à peu près 210 millions de dollars. Voilà ma méthodologie. Et je pense, Jean-Hugues, qu'on peut avoir accès peut-être au rapport que tu as publié là-dessus, non? J'ai fait une première version en septembre dernier, ça oui, puis je n'ai pas fini celui de 2020 encore. Donc, on a beaucoup de questions. Je sais que M. Versailles voulait réagir. Je vous demanderai très rapidement aux propos de Jean-Hugues Roy et après, on prendra toutes les questions et les panélistes, vous pourrez répondre à ces questions-là dans leur ensemble. Donc, très brièvement, M. Versailles. En fait, la question centrale n'est pas la part des revenus des GAFAM qui viennent du contenu des médias. La question centrale, c'est le fait que les GAFAM drainent toute la publicité des médias. Ils enlèvent aux médias beaucoup plus de revenus que la part des revenus qu'ils ont qui viennent des médias. Faites attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Merci pour cette précision. Donc, on a François-Alexis qui a levé la main. Donc, encore une fois, je vous demanderai d'être bref et on va prendre donc les 4 questions et ensuite, je demanderai aux panélistes de répondre dans l'ensemble de ces questions, à l'ensemble de ces questions. Donc, François-Alexis. Oui, merci. Merci d'avoir organisé la table ronde. C'est super apprécié. Puis, merci pour le livre, Mathieu Robert Sauvé. Très apprécié aussi. Donc, ma question, ça fait référence à 2 affirmations tirées de votre essai, Mathieu Robert Sauvé. D'abord, vous appuyez l'idée que les chroniqueurs et les chroniqueuses sont souvent des gens qui n'ont aucune formation en journalisme. Et en second lieu, vous suggérez qu'il est toujours tentant pour un ou une journaliste étudiant là, de tout de suite se lancer dans la chronique dès la fin de leurs études. C'est vraiment un souhait marqué. Puis ça fait référence là, à cette problématique du védétariat dont on faisait référence plus tôt. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, les chroniqueurs dans le paysage médiatique au Québec. Puis je me demandais, selon vous, Mathieu Robert Sauvé, c'est quoi la place, la responsabilité ou le rôle des écoles des médias ou de journalisme au Québec vis-à-vis la formation de ces futurs chroniqueurs et chroniqueuses-là? Voilà. Merci. Donc, Mathieu Robert, je t'invite à prendre note de cette question. Julien Lachapelle. Oui, donc, premièrement, bonjour tout le monde. Très apprécié de la conférence aussi. Justement, pour rebondir sur le sujet d'opinion, moi, quand j'en parle aussi du fait que je vais être journaliste plus tard, beaucoup de gens me disent « Ah, tu veux être Richard Martineau, un futur Richard Martineau, un futur Benoît Duzac. » Puis je leur dis « Non, c'est pas ça. » J'ai l'impression qu'il y a un manque de compréhension de la part du public par rapport à la distinction de qui est journaliste, qui est chroniqueur d'opinion, tout ça. Dans l'éducation aux médias qu'on veut faire, est-ce que ça pourrait être un point qui pourrait être abordé pour bien distinguer les deux mondes? Puis est-ce que l'opinion, avec cette incompréhension-là de qui est chroniqueur d'opinion, qui est journaliste, qui est animateur de radio, etc., est-ce que c'est aussi un aspect qui fait en sorte que les médias ou le public a moins confiance envers les médias d'aujourd'hui? Merci pour la question. Il y a Patrick White qui doit malheureusement quitter maintenant car il enseigne dans 7 minutes. Donc, merci infiniment, Patrick, d'avoir été parmi nous cet après-midi. Donc, on va poursuivre. Je ne sais pas si tu es encore là, si tu veux dire un mot de la fin avant de quitter. Je crois qu'il est parti. Donc, Alpha Diallo. Oui, merci beaucoup. Je suis un étudiant en première année et donc c'est vraiment très intéressant. Merci à tout le monde. Ma question, c'est pour M. Versailles. En fait, dans ce que j'ai lu par rapport à la préparation de cette conférence, je voyais qu'il y avait vraiment un flou entre la définition du relationniste et du journaliste. Ils ont juste des intérêts différents, mais les relationnistes sont une forme de journalisme. Alors, je voulais savoir exactement quelle différence fondamentale il fait entre le journaliste et le relationniste. Merci. Merci. Et enfin, Anthony Fournier, et ensuite, on passera aux panélistes.
Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Super. J'ai deux questions. En fait, la première s'adresse à M. Roy. Merci pour votre présentation à propos des différentes avenues pour sauver le journalisme. Vous avez parlé des revenus publicitaires, notamment d'aller percevoir des fonds, pas des fonds, mais des revenus au GAFA en lien avec finalement l'exposition médiatique qu'ils font. Et si on considère que ces géants du web-là sont en quelque sorte un peu les parrains du clickbait, considérez-vous pas que le fait d'aller percevoir des fonds ne ferait pas que huiler l'engrenage du clickbait, finalement? Donc, je vous pose cette question-là. Et la seconde, ça s'adresse principalement à M. Versailles et Mme Lévesque pour parler finalement de la possibilité d'un ordre qui viendrait régir un peu la profession de journaliste. Par exemple, Mme Lévesque disait qu'il y a une certaine liberté journalistique ou la provenance de bien des milieux pour les journalistes. Cela dit, il y a là, si je fais un parallèle avec la profession d'ingénieur, par exemple, qui regroupe des ingénieurs civils, des ingénieurs industriels, des ingénieurs mécaniques, qui font tous partie du même ordre, où l'examen d'agrément, c'est principalement, finalement, pour discuter de la déontologie entourant la profession d'ingénieur en général. Donc, je me demandais, finalement, que devrait, si on en prend si on hypothétise un ordre des journalistes du Québec, comment devrait englober la profession finalement? Est-ce que ce serait seulement la déontologie ou autre chose? Je laisse la question en l'air pour vous. Merci. Merci, Anthony. On n'aura malheureusement pas le temps pour d'autres questions puisqu'on va passer aux réponses en 4 minutes. Donc, qui veut briser la glace parmi vous 4 pour répondre? Monsieur Versailles? Bon, alors, je vais tenter de faire ça très rapidement. D'abord, la différence pour M. Diallo entre un journaliste et un relationniste. Un relationniste fait la promotion d'intérêts particuliers. Okay? Il est payé pour cela. Alors qu'un journaliste, lui, sa fonction, c'est de prendre en compte l'ensemble des intérêts particuliers de la société et de dégager, lui, sa vision propre à lui de la société, de la réalité qui émerge de tous ces intérêts et de rendre compte de cela. Okay? Alors, ce sont deux fonctions qui sont très différentes et, quant à moi, qui sont nécessaires. Je l'ai dit tout à l'heure, le journaliste n'est pas mon ami, ce n'est pas mon allié, ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas mon adversaire. Sa fonction à lui, c'est de prendre ce que je lui donne. Sa fonction, c'est de mettre en doute systématiquement ce que je lui donne pour éprouver la vérité, la véracité de ce que je lui dis, de mettre ça en parallèle avec ses autres sources et de produire le portrait qui en émerge selon lui. Pour ce qui est de la question sur l'ordre professionnel, écoutez, on pourrait en débattre longtemps, effectivement, mais l'exemple que vous donnez des ingénieurs est excellent. Je donne souvent celui des médecins. Il y a plusieurs dizaines de spécialités médicales. Tous ces gens-là font un tronc commun d'études en médecine, puis après ça, plusieurs années de spécialité. Quant à moi, c'est un faux débat que celui de la provenance multiple ou de l'appartenance multiple. Je pense que les journalistes s'accrochent à une conception de la réalité, de leur réalité qui est dépassée aujourd'hui et ça leur fait du tort. Merci pour ce point de vue tranché. Jean-Hugues, peut-être? Oui, je voulais peut-être laisser Mathieu Robert, comme c'est l'auteur. Vas-y, Mathieu Robert, il y avait 2 questions pour toi. Oui, sur la formation, je pense que le rôle des écoles, c'est de donner des outils, le maximum d'outils aux étudiants. Donc, qu'on apprenne à faire du journalisme vidéo, radio, web, etc., qu'on apprenne à faire du journalisme d'opinion, ça fait partie, je pense, du mandat des écoles de journalisme. Évidemment, encore là, c'est une question d'écosystème. Si, lorsque vous arrivez sur le marché du travail, on attend de vous que vous soyez un chroniqueur politique ou en économie, capable de donner son opinion tout en présentant les faits, c'est là que vous allez aller. Donc, je pense que les écoles ne sont pas vraiment en cause. D'ailleurs, je le redis, je pense qu'il y a énormément de très, très, très bons journalistes et de très bonnes journalistes. Il y a beaucoup hommes comme femmes, d'excellents rapporteurs au Québec. Le problème, c'est encore là l'écosystème, parce que si on ne peut pas mettre en valeur vos talents, forcément, ça va finir par un peu
s'amenuiser. Et donc, pour reprendre encore cette métaphore du beluga, c'est pas de la faute du beluga si son écosystème rétrécit. Donc, je pense aussi qu'on peut faire un lien avec l'ordre professionnel des journalistes. Ce serait peut-être une bonne chose, peut-être pas. En France, il y a un ordre de journalistes, mais ça devient une espèce de moyen d'avoir toutes sortes de privilèges. Vous ne payez pas quand vous prenez le TGV, vous ne payez pas ci, vous ne payez pas ça. Pas sûr, moi, que c'est ça qu'on a besoin. D'abord, les journalistes sont talentueux au Québec. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de médias pour les embaucher. Donc, en gros, c'est ça. Et les écoles, je pense, font du très, très bon travail. Merci. Jean-Hugues? Je vais prendre quelques secondes pour répondre à la très bonne question d'Anthony Fournier. Effectivement, c'est une critique qui est faite, qui est tout à fait légitime, là, en allant prélever des revenus auprès des GAFA. Est-ce qu'on n'encourage pas justement leur modèle d'affaires qui est basé qui encourage même la désinformation? Mais moi, je me dis, si on va chercher de l'argent auprès des GAFA et pour financer un journaliste plus robuste, on va lutter contre la désinformation aussi. Et puis, tu sais, j'ai montré tantôt, on n'ira pas chercher des sommes faramineuses. C'est juste une variable parmi d'autres là, de l'équation du futur modèle d'affaires. Donc, et donc, leur modèle d'affaires basé sur l'émotion et qui va favoriser les fake news, il va peut-être diminuer, son impact, ses effets délétères vont peut-être diminuer là, au fur et à mesure qu'on pourra mieux financer l'information. Merci Jean-Hugues. Marie-Ève ou Kathleen sur le statut du journaliste? Bien, c'est sûr que le débat est loin d'être fini, mais avant même de se rendre là, on pourrait peut-être s'interroger sur la reddition aussi de comptes. Tu sais, au Québec, le Conseil de presse, c'est une adhésion volontaire. On sait que depuis quelques années, là, les médias de québécois, entre autres, ont décidé de ne pas adhérer au Conseil de presse, donc ne reconnaît pas son autorité. C'est sûr que si l'adhésion au Conseil de presse avec un code de déontologie et d'éthique commune pour être reconnu comme un média, ça pourrait être déjà une étape de plus avant de se rendre à l'ordre professionnel. Parce qu'en ce moment, c'est un peu ça qui se passe aussi, c'est que les journalistes, en fait, les seules manières comment je pourrais dire, de taper sur les doigts d'un journaliste qui fait mal son travail, c'est un tribunal d'honneur qui finalement n'a pas grand effet. Sinon, on se rend dans les poursuites judiciaires. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller là. Donc, on peut y aller peut-être par étapes et considérer déjà des sanctions quand il y a des manquements à un code d'éthique qui serait reconnu par tout le monde. Ça pourrait peut-être être une option. Merci Marie-Ève. Kathleen, le mot de la fin peut-être? Sur le statut de journalisme, en fait, moi, je ne suis pas du tout fermée, loin de là, à ce qu'il y ait un statut, mais encore faudrait-il entamer une véritable réflexion. Et qui dit réflexion, ça veut donc dire qu'il faut poser un regard indépendant, trouver, comment je pourrais dire, trouver exactement c'est quoi le cadre du problème, poser le problème pour trouver les véritables solutions. On l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Il faut peut-être s'y remettre parce qu'en effet, il y a des changements qu'on ne peut pas ignorer, puis les changements sont importants et ils ne mettent pas seulement qu'en cause, ne mettent pas à mal seulement que les médias, mais aussi le journalisme dans son entièreté. Alors, un pas de recul peut-être et beaucoup de vigilance, ce serait bienvenu. Je pense que ça permet de conclure aussi en regardant aussi vers l'avenir. Donc, merci énormément à vous cinq pour vos interventions fort pertinentes. Merci à Mathieu Robert-Sauvé. Je vous rappelle que son livre, on voit, génère plusieurs conversations très riches, très importantes pour notre démocratie. Donc, je vous invite à vous procurer l'ouvrage qui est disponible en librairie, mais également sur le site Internet de la maison d'édition qui est l'EMEAC. Donc, merci à tous et à toutes. Et au plaisir de vous retrouver peut-être pour une seconde édition de cette table ronde dans un an ou deux. Merci à tous.